Bonjour à tous, aujourd'hui j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va faire le débrief de l'étape numéro 9. Alors déjà 19 heures au moment où je commence l'enregistrement, donc on va faire un petit peu plus rapide que d'habitude. Je vous ferai un bilan des sondages demain. Demain on fera une vidéo bilan de la première semaine. On fera un bilan des sondages de l'étape numéro 9. Je me le note tout de suite. Bilan sondage demain. Et puis on fera un bilan de cette première semaine, de ce qui s'est passé, de ce qui a été intéressant, moins intéressant. On fera un point également sur les différents classements à ce moment-là pour voir ce qu'on peut envisager par rapport à la deuxième semaine. Il n'y aura pas de résumé non plus de l'étape du jour. Alors déjà, parce que ça me permet de faire gagner un petit peu de temps, mais c'est surtout que j'ai vu que les 50 derniers kilomètres à la télé, donc forcément j'ai raté quelques éléments parce qu'il y avait de la famille à la maison tout simplement, donc j'étais pas forcément hyper concentré sur la course, donc voilà, j'ai peut-être raté certains éléments. Donc voilà, vidéo un peu plus short que d'habitude, déjà pour essayer qu'elle soit en ligne avant 22h30, mais aussi parce qu'il y aura une vidéo demain, parce qu'au départ c'était prévu qu'il y ait un départ fictif, mais j'ai oublié de vous faire le post vendredi pour départ fictif. Hier, je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire un bilan de la première semaine. Simplement, voir ce que j'ai aimé, moins aimé sur cette première semaine. Donc, on fera ça demain. Ça sera en ligne, je pense, demain. On va essayer 21h. Ça pourrait être en ligne plus tôt, mais ça sera au moins en ligne à 21h. Ça, c'est sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok, Short, les compétitions juste après l'arrivée. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Pouce bleu également, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font et je remercie les gens qui cliquent rapidement sur les notifications pour mettre en avant la vidéo sur YouTube. Donc pas de résumé de l'étape, je vais vous dire que dans le final, il y a eu l'attaque de Narvaez, l'attaque d'Alaphilippe, d'Evan Kosciu notamment. L'étape a été assez calme jusqu'à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Voilà, jusque dans la dernière heure et quart de course. Sinon, ça a été plutôt calme de ce que j'ai compris sur Pro Cycling Stats. Donc, note de l'étape. Les sondages, donc on fera un point demain. Note de l'étape, j'ai mis un 12 sur 20. On a eu encore du spectacle sur la fin, mais j'ai mis un point de moins parce que pendant la majorité de l'étape, c'était très calme. Alors encore une fois, je note aussi sur ce que j'ai cru penser des premières heures de course en sachant que je n'ai pas tout vu, que ça fait quand même depuis plusieurs jours que je regarde à 110-115 km de l'arrivée au moins. Parce que vous savez que pendant très longtemps, je ne regardais pas les étapes vraiment en intégralité. Parce que ce n'est pas forcément quelque chose que j'aime toujours sur certaines étapes plates. Mais là, en plus, aujourd'hui, j'ai vraiment regardé que la dernière heure et quart. Normalement, je regardais toujours à partir Là, je regarde vraiment à partir de 110-115. C'est-à-dire vers 14h40, 14h30, je commence à mettre le live. Donc je vois assez loin de l'arrivée et de toute manière je me concentre pour savoir ce qui s'est passé avant. Là j'ai lu rapidement ce qui s'était passé sur Pro Cycling Stats. Normalement je sais quand même ce qui s'est passé sur les premières heures de course. Donc j'ai mis un 12 sur 20 parce que pendant une majorité de l'étape c'était calme. Le sprint a été intéressant dans sa construction, mais encore du spectacle, mais un peu plus calme tout simplement aujourd'hui. Allez, tout de suite, le bilan des Bleus. Bilan des Bleus, je commence avec un coureur top, c'est Evan Kosciu. Ewen Kosciu, à chaque fois je dis Ewan, c'est Ewen Kosciu, le coureur de la Arkea BNB Hotel. Très belle étape du coureur français. Moi j'avais dit, on avait l'impression un peu que cette invitation c'était presque un cadeau par rapport à son début de saison. Je trouve qu'il a quand même été offensif sur cette première semaine. Alors là aujourd'hui il n'est pas dans le bon timing parce qu'il part avec un coup de retard sur le groupe Alaphilippe. C'est-à-dire qu'Alaphilippe part en échappée. Et lui, il va mettre un petit peu de temps avant de sortir. Il y a un coureur de F qui sort. Et lui, il sort derrière. Et en fait, il va enrhumer le coureur de F. Je pense qu'il était très fort.
Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à revenir sur le groupe Alaphilippe en moins d'une minute, 1 minute 30, ce qui fait qu'il plafonne un petit peu, donc ça lui coûte pas mal d'énergie à ce moment-là. Il était fort, ça montre quand même que j'ai l'impression que les jambes d'Evan Kosciuszko vont de mieux en mieux sur ce Tour d'Italie. Donc je me dis qu'en fin de deuxième semaine, il y a quand même des étapes intéressantes pour un coureur comme ça. C'est pas le coureur qui est en plus le plus réputé aujourd'hui, Evan Kosciuszko. C'est pas le coureur qu'on connaît le plus dans le peloton. C'est-à-dire que dans une échappée où vous avez 10-15 coureurs, si Ewan Kosciuszko attaque, autant on va suivre un Alaphilippe, je ne suis pas sûr qu'on suive tout de suite un Evan Kosciuszko. Donc ça pourrait se regarder derrière lui, ce qui pourrait être intéressant, mais je trouve qu'il fait du bon job, voilà, Evan Kosciuszko. Depuis ce début de course, pour un coureur qui pour moi n'était peut-être pas forcément prévu au départ de ce Giro, c'est plutôt pas mal. Donc on va voir maintenant ce que ça va donner pour le coureur français dans les jours à venir, mais je me dis que les jambes ont l'air de plutôt être bonnes. Alors on peut toujours avoir des surprises. Regardez Lutsenko ce matin qui a abandonné alors qu'il avait l'air très bien sur les premiers jours de course. Tim Merlier donc, qui a été un peu plus en difficulté aujourd'hui, mais Ewan Kosciuszko pas mal. Donc plus. Deuxième coureur top, j'ai mis Alaphilippe. Pas encore offensif aujourd'hui. Il a tenté. C'est peut-être l'attaque la plus impressionnante que j'ai vue de Julien depuis quelques temps. On sent que le changement de rythme a fait mal. Au moment où il réussit à faire le changement de rythme, ça fait mal un petit peu au peloton. Le problème, c'est que c'était un peu loin de l'arrivée. Il aurait peut-être fallu qu'il attende un petit peu avant de lancer cette attaque, parce qu'il était quand même à plus de 30 bandes de l'arrivée au moment où il attaque. Ça aurait peut-être valu de partir un peu plus tard, parce que quand on voit le changement de rythme qu'il a été en capacité de réaliser, on se dit que s'il était peut-être parti avec Narvaez, ça aurait peut-être été un petit peu différent. Il aurait peut-être pu suivre Narvaez. Alors après, il s'est peut-être dit, je vais pas être en capacité de suivre les meilleurs et j'anticipe. Le problème, c'est comme il a anticipé d'un peu loin. Et puis, le gros problème, c'est qu'encore une fois, dans ce groupe d'échappés, un peu comme hier, ça collaborait pas bien du côté de Julien Alaphilippe. Et puis, ça fait quand même 3 étapes en ligne où il est en échappée, Julien Alaphilippe, dont les 2 dernières où être dans l'échappée avait consommé déjà énormément d'énergie. Donc maintenant, ça serait bien que Julien se repose un petit peu pendant les 3-4 prochains jours, parce que là, il a consommé quand même pas mal d'énergie dans toutes ses offensives. Je rappelle qu'il y a encore 2 semaines de course. Et surtout que du côté de Julien Alaphilippe, normalement, ce qui était peut-être prévu, c'est que Remco l'ait en équipier sur le prochain Tour de France, qu'il fasse le Giro et le Tour. C'est ce que voulait Remco Evenepoel. On va voir si la décision de l'équipe sera la même. Et donc du côté de Julien, ça serait bien un petit peu de penser à ça aussi. Et puis surtout, il faut récupérer. Parce qu'encore une fois, il y aura des étapes intéressantes pour lui en deuxième semaine. Notamment une étape avec des petits monts en Italie. Il y aura également, quand on regarde le profil de cette semaine de compétition, on a donc l'étape de Fano qui est intéressante. Avec pas mal de bosses du côté de Fano. C'est un parcours qui sera assez vallonné avec des petites côtes. Il y aura de quoi faire, même si à la fin de journée peut-être un peu plus facile. Donc sur cette journée, ça sera peut-être intéressant. Il y aura peut-être l'étape 14 aussi. Pas l'étape 14, pardon, qui est un contre-la-montre, mais l'étape 15 du lendemain à Limigno, où on sera aussi en fin de première semaine, où il y aura peut-être aussi l'idée de tenter quelque chose. Donc il y aura peut-être des opportunités pour Julien sur la fin de course. Mais là voilà, pendant au moins le début de la deuxième, pendant au moins les 3 quarts de la deuxième semaine, je dirais, il faut se reposer, refaire de l'énergie, refaire des accus, parce qu'on sent que les jambes commencent à être très intéressantes pour Julien là aussi. Mais il ne faudrait pas non plus se mettre dans le rouge et consommer trop d'énergie. Plus-moins Van Dramé. Depuis longtemps qu'on n'avait pas vu Van Dramé sur un sprint massif. Il s'en sort plutôt bien aujourd'hui. 8ème. Voilà, Andrea Van Dramé. Donc derrière Caden Groves, devant Ballerini par exemple. Devant Narvaez, devant Caleb Ewan, devant Hofstetter. C'est plutôt pas mal. Voilà, pour un coureur
comme lui, qui est peut-être pas forcément celui qui frotte le mieux, qui est quand même un coureur qui fait plus beaucoup de sprints massifs, surtout Vandrame, hein. Ça fait au moins depuis 2-3 ans qu'il tente beaucoup plus en tant que puncher. Sur ses premières années chez AG2R, il tentait un peu plus les sprints massifs. Là, c'est vrai que depuis 2022, c'est un peu plus calme dans ce domaine-là. Coureur qui avait remporté une étape du Giro en 2021, on s'en souvient. Le Trobro en 2019, c'est ce qui lui avait permis d'aller chez AG2R notamment. Donc c'est un coureur qui est, on sait, avec une grosse pointe de vitesse. Mais pour les sprints massifs, c'était un petit peu plus compliqué pour Vandrame. Donc là, voilà, il a tenté sa chance aujourd'hui. Il s'est dit, bon, il y a peut-être un peu moins de monde avec la fatigue de cette première semaine. Je peux peut-être réussir à m'en sortir. Bon, voilà, une belle 8e place. Il avait déjà fait 2 sprints sur le Tour de Romandie. Derrière notre ami Damien Godin. Pas Damien Godin, Dorian Godon, ce qui n'a rien à voir. Il avait fait 2e également au Marécotte, du côté du Tour de Romandie. On l'avait vu également sur le Trofeo Leguelia, où il avait pris la 2e place de cette épreuve fin février, là, du côté du Capot Mêlé, cette course du Trofeo Leguelia. Donc là, on va voir maintenant sur cette 2e semaine, ça sera un petit peu plus calme. Il aura un gros travail quand même, je pense, pour protéger Ben O'Connor. Et puis lui aussi, sur l'étape de Fano, ça peut lui convenir, hein. Donc ça peut être peut-être la bonne carte de l'étape de Fano pour un coureur comme Andrea Vandrame. Et puis en Bonnedan, Pitti, il crève au mauvais moment, ça c'est clair et net. Il crève quand Merlier et Jacobson sont en train de se faire lâcher. Donc au niveau de la voiture, il n'était pas en place. C'est dommage encore une fois parce que l'équipe était jusque-là en train de faire un gros travail pour lui. Après, est-ce qu'il aurait pu faire un bon sprint aujourd'hui? Pas sûr, parce que j'avais l'impression que son équipe faisait énormément de travail, mais un peu trop tôt dans la course. Il était quand même tout le temps en tête de peloton entre 55 km de l'arrivée et 40, donc ça c'était pas forcément la bonne idée. Et puis bon, quand il crève, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Après, j'ai quand même l'impression du côté de Laurens Pitti que la forme n'est pas sensationnelle, et puis surtout il manque un vrai poisson pilote pour Laurens Pitti du côté de la Groupama FDJ. C'est vrai que pour le moment, on lui a dit tu fais les sprints, mais il n'y a pas vraiment le poisson pilote pour réussir à l'emmener convenablement dans le dernier kilomètre. Et on voit que pour beaucoup de coureurs, c'est quand même important d'avoir un poisson pilote. Donc dommage, voilà, pour le coureur de la Groupama FDJ, Laurens Pitti. Je m'attendais à un peu mieux sur ces 10 premiers jours de course. Pour le moment, il n'a pas vraiment été efficace sur les sprints. Là, aujourd'hui, il ne peut pas le faire. Mais sur les 2 premiers sprints, ça n'a pas été vraiment fantastique. Mais ça, on en parlera demain. Du bilan des sprinteurs, du bilan des grimpeurs pour le classement général. On parlera des échappées, on parlera de la course. Des choses qui vont, des choses qui ne vont pas sur cette édition 2024 du Tour d'Italie. Mais on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top de cette 9e étape du Tour d'Italie. Je commence avec Olaf Koy. Très belle victoire d'Olaf Koy aujourd'hui. Je l'avais mis en grosse cote ce matin parce que j'avais un peu peur du fait qu'il n'y avait plus Christophe Laporte. Et je me disais, est-ce qu'il va être correctement emmené? Traknik a fait du bon boulot. Je pense qu'il y a eu aussi Van Dijk. Dans le final, il est remonté par un coureur. Sur la vue d'hélicoptère, moi, j'arrivais pas à voir le dossard. Je pense que ça me semble plus Van Dijk que Traknik. Ce qui confirmerait que Van Dijk, depuis Paris-Roubaix, ça carbure fort quand même. Les deux Van Dijk, Type et Mick. Mais j'ai l'impression que c'est Tim Van Dijk qui remonte et pas Tratnik à ce moment-là. Mais Tratnik avait fait un gros boulot auparavant pour garder dans les premières positions Olaf Koy dans les 15 derniers kilomètres. Et après, Koy, il prend la bonne roue. C'est-à-dire, il prend la bonne roue de Milan, ce qui était une bonne idée. Et ensuite, derrière, il fait le sprint à l'aspi. Et quand il y a du vent de face, comme ça, c'est rarement bon de lancer le sprint en première position.
parce que souvent, il y a un mec derrière avec l'aspiration qui arrive à vous contrer. C'est ce qui s'est passé pour Milan. Milan ne fait pas un mauvais sprint, je pense qu'il déclenche même un peu plus tard que d'habitude. Donc je pense que c'était malgré le fait que Consoni arrive un peu à court de jambes. Je pense que c'est vrai que si Consoni avait pu faire 25 mètres de plus, 30 mètres de plus, ça aurait été pas mal. Mais est-ce que à ce moment-là, Milan aurait pas été débordé par un Olaf Koy qui aurait anticipé son sprint? Ça aurait pu arriver aussi. Et du côté de Consoni, quand il part Milan, Consoni n'est pas en perte de vitesse, ce qui aurait pu être le cas si Consoni avait continué encore 25 ou 30 mètres de plus. Donc Milan, dont on parlera pas plus tard dans la vidéo, c'est pour ça que j'en parle maintenant, n'a pas grand-chose à se reprocher, surtout que son équipe a encore fait du gros boulot. Et qu'au niveau du maillot Cyclamen, c'est encore une belle opération aujourd'hui. Et pour Olaf Koy, c'est bien. Et puis, on voit que les coureurs favoris quand même de ce Giro pour le moment, Merlier en a une, Milan en a une, Koy a une victoire d'étape. Donc sur 3 semaines, pour le moment, les favoris se sont partagés les victoires d'étape. Donc le match est encore serré entre les différents leaders. C'est vrai que pour le maillot Cyclamen, pour le moment, Milan a pris un petit peu d'avance parce que c'est le plus régulier. Aujourd'hui, il est encore deuxième. Mais Olaf Koy a fait du bon boulot et on l'a bien emmené dans 1 km 500, entre 1 km 500 et 1 km 100, 200 de l'arrivée jusqu'à l'épingle. Il a été très très bien emmené par un de ses équipiers qui l'a remonté. Et moi j'avais peur parce qu'encore une fois, Christophe Laporte n'étant plus là, je me disais est-ce qu'il va réussir à se débrouiller seul. Et je m'aperçois quand même Olaf Koy, j'ai l'impression qu'il s'en sort mieux sans train qu'avec un train. C'est-à-dire que quand il gagne sur l'UAE Tour, il n'utilise pas son train ce jour-là. Il prend la roue d'un adversaire. L'étape, quand il gagne sur l'UAE Tour. J'ai le souvenir également du circuit de la Sarthe il y a 2 ans. Donc à l'époque, c'était sa première année, je crois, chez Visma. Où il fait le circuit de la Sarthe. À l'époque, ça ne s'appelait pas la région Pays de la Loire Tour, donc en 2022. Et je me souviens aussi qu'il fait des sprints sans forcément être super bien emmené. Et j'ai l'impression que c'est vraiment... il n'a pas besoin de beaucoup de coureurs, en fait. Il n'a pas besoin d'un train complet. Et ça, c'est intéressant pour une équipe qui a un leader au général. Parce que quand tu n'es pas obligé d'utiliser un train complet, ça veut dire que c'est un coureur qu'on peut emmener avec un leader. Donc c'est un coureur qui fera beaucoup de grands tours, Olaf Koy, parce qu'on peut l'emmener avec un leader. Il y a des coureurs, un Merlier par exemple, il a besoin d'un train. Il y a des coureurs qui ont un peu plus besoin d'un train. Lui, il peut se débrouiller seul. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle du côté d'Olaf Koy. Et aujourd'hui, c'est sa première victoire sur un grand tour, donc c'est bien. Ça doit être au moins sa 25e, 30e victoire. Je crois qu'il est déjà à plus de 30 victoires en carrière, Olaf Koy. C'est quand même affolant. Surtout qu'encore une fois, il est encore très jeune. Le coureur néerlandais. Deuxième coureur top, Monado. Déjà, on a vu un leader, Pogacar, qui se sacrifie pour lui. Ça fait toujours plaisir. Ça a été la vengeance de la première étape pour Pogacar qui a repris Narvaez. Ça m'a rappelé les images du Tour de France 2012. Alors, ça remonte, Tour de France 2012. Certains ne regardaient pas le cycliste à ce moment-là. Mais sur les étapes où Wiggins emmenait Cavendish. C'est-à-dire que Bradley Wiggins faisait... il y avait Boisson-Hagen qui était poisson pilote de Cavendish. Et avant Boisson-Hagen, il y avait Bradley Wiggins. Et il y avait eu des sprints malgré le fait que Cavendish était obligé de travailler pour Bradley Wiggins, et je pense que ça lui a coûté aux Jeux Olympiques, même sur la route, parce que je pense qu'il était un peu fatigué sur la fin de Tour de France, et c'est ce qui fait qu'il est resté qu'une année chez Sky, Cavendish, mais sur le Tour de France, c'est des sprints. Je crois qu'il n'a jamais été aussi bien emmené de sa vie. Et pourtant, il a eu des énormes trains. Chez Aero, son train était une jambe au-dessus de tout le monde. Mais sur la Sky, sur le Tour de France 2012, les sprints qui remportent Cavendish, mais il avait même plus besoin de sprinter, quoi. L'équipe était tellement au-dessus pour emmener les sprints. Enfin, l'enchaînement Wiggins, Boisson-Hagen, Cavendish, mais ça allait à une vitesse de dingue. Je ne sais même plus s'il n'y avait pas Geraint Thomas aussi, qui était dans la boucle. Et là, ça m'a fait penser à la même chose. Pogacar qui fait le tempo pour Molano, ça m'a fait penser au travail de Wiggins. Bon, après, du côté de Molano, il a encore eu il y a un coureur comme ça qui a essayé de jouer des coudes avec Molano. Dans le final, mauvaise idée de jouer des coudes avec Molano. Parce que ce mec-là, il a peur de rien, Molano. C'est un peu un grand malade. Bon, après, il lui en manque un petit peu physiquement, mais Molano, il a quand même beaucoup donné
aussi hein, sur la première semaine. Il a dû s'accrocher sur beaucoup d'étapes. Souvent, il a dû s'accrocher avec peu d'équipiers aussi avec lui. Et puis, il aurait fallu un Rui Costa. Pas Rui Costa, Rui Oliveira. Et il lui a manqué ce coureur-là. Il lui a manqué un poisson de pilote. C'est vrai qu'il aime bien utiliser ce coureur-là, Molano. Voilà, Rui Oliveira, Molano, c'est une paire qui marche bien. On l'avait vu notamment sur la dernière Vuelta. Et là, il lui a manqué ce coureur-là pour vraiment bien lancer le sprint dans le final. Et puis, je termine avec Dainese. Bah oui, quand les adversaires commencent à être fatigués, Dainese, lui, commence à se révéler. À mon avis, c'est quand même assez étonnant. Alors, je pensais que moi, c'était parce qu'il avait du mal à frotter, sauf qu'aujourd'hui, c'est quand même un sprint où il fallait frotter sur ces étapes. Voilà, je pense qu'il a vraiment besoin d'au moins 5-6 jours de course pour être lancé, pour être dans le rythme d'Ainese. Et là, bah, aujourd'hui, il prend une belle 4e place qui est plutôt intéressant pour la suite de la course. Surtout qu'en deuxième semaine, il y aura pas mal de sprints, notamment des étapes toutes plates. Je pense à vendredi. Vendredi, c'est tout plat. Vendredi, il doit y avoir 200 mètres de dénivelé positif. Donc là, ça pourrait être intéressant pour Dainese. Ça pourrait être une côte à jouer sur cette étape-là. Mais oui, très bien, Dainese. Et puis la Tudor, ça marque des points quand même hein, sur cette première semaine de compétition. Alors que le chat a décidé d'aller dans la litière. Ouais, c'est bien en termes de points UCI. Hein. C'est une équipe qui cartonne un petit peu. Donc on verra comment ça continuera pour cette formation. Mais pour le moment, du très bon Alberto Dainese. On va voir si ça sera encore le cas lors de la deuxième semaine. Mais normalement, à partir du moment où il commence Dainese, ensuite il devient inarrêtable. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. On passe au bonnet d'âne du jour. Je commence avec Fabio Jakobsen, hein, l'homme invisible du côté des sprints de ce début de Tour d'Italie. Enfin, l'homme invisible, non, il est visible, mais à l'arrière du peloton, encore relâché aujourd'hui. Pourtant, contrairement à d'autres coureurs, lui, il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de problème mécanique, il n'y a pas eu de problème en fait. C'est ça qui est terrible. Du côté de Jakobsen, c'est que Merlier, bon, il y a eu un problème. Pitti, il y a eu un problème technique. Jakobsen, il n'y a rien eu. Voilà. Je sais pas si on n'est pas en train d'assister à la fin de Jakobsen, sprinter numéro 1 dans une formation. Parce que quand tu te retrouves autant en difficulté dans un grand tour, je suis pas sûr que DSM leur fasse confiance tout de suite, pour des gros objectifs. Déjà parce que pour moi ça serait une erreur de lui confier des gros objectifs tout de suite, parce que là il est en gros manque de confiance et de repères, et je pense que c'est aussi parce que mentalement il n'est pas dans une bonne situation, qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Mais aussi parce que il va falloir à un moment se dire que chez DSM, vous avez d'autres coureurs qui sont talentueux à ce poste-là, notamment sur ce Giro avec Andresen, et que Jakobsen aujourd'hui, il est à des années-lumière de ce qu'est capable de faire Andresen. Donc c'est un vrai problème. Et Jakobsen, j'ai quand même eu l'impression l'année dernière que DSM a pris Jakobsen parce qu'il était néerlandais. Je suis pas sûr que s'il n'avait pas été néerlandais, Jakobsen, qu'il aurait été recruté par DSM. Je pense aussi qu'on a un peu joué sur les résultats passés, mais si tu regardes bien son année 2023, traverse l'année 2023 comme un fantôme. J'ai toujours pas compris moi sa sélection sur le Tour de France à la place de Merlier. Bon, ça a toujours été un peu une incompréhension pour moi. Et là, sur ce Tour d'Italie, c'est pareil. C'est un peu problématique. Et le problème de Jakobsen, c'est que je pense que ça fait quand même depuis quelques temps qu'on a vu les limites de Jakobsen. En gros, même son Tour de France, quand il gagne une étape, c'est pas si exceptionnel que ça. Parce qu'il en gagne qu'une et il a du mal à finir. Moi, son seul grand tour que j'ai aimé depuis sa chute en Pologne, c'est sa Vuelta. La Vuelta 2021. Sauf que sur la Vuelta, l'opposition n'était pas si énorme que ça face à Jakobsen. Aujourd'hui, il n'est pas au-dessus du lot.
Et je pense que c'est un sprinter, pour être performant, il faut qu'il soit au-dessus du lot. Mais comme c'était le cas avec un Kittel, par exemple, qui, quand il était plus au-dessus du lot, s'est retrouvé en difficulté et a très vite arrêté. Comme c'était le cas d'un Cavendish qui a mis beaucoup de temps avant de revenir, parce que quand il n'était pas au top, il avait du mal. On l'a vu notamment Cavendish, double vainqueur sur le Tour de Hongrie. Thibaut Nice, qui a gagné le Tour de Hongrie, notamment 2 étapes, je crois qu'il a remporté Thibaut Nice. Tour de Hongrie qui avait lieu en même temps que ce Giro. La semaine prochaine, ça sera les 4 jours de Dunkerque. Mais oui, du côté de Tim Merlier, de Jacobsen, pardon, il n'y a pas d'excuse, quoi. Il n'y a pas d'excuse à part que ça va pas. La grande question est de savoir si Jacobsen arrivera à finir ce Giro. Parce que vu ses capacités en montagne et vu comment il est lâché sur une étape où aujourd'hui il devait y avoir 1500 mètres de dénivelé positif. C'était quoi le chiffre? Oui, c'était 1500 mètres de dénivelé positif. On parle pas du Mont Ventoux quand même. Je me dis que s'il n'arrive déjà pas à tenir la cadence sur une étape comme celle-là, où ça a vraiment accéléré qu'en fin de course, je me dis que bon, pour finir les 3 semaines, ça va être difficile. Et là, mentalement, quand tu abandonnes un Giro sans avoir pu vraiment performer, sans avoir pu faire un sprint, pour repartir derrière à l'entraînement, pour repartir derrière en compétition, ça va pas être évident, hein, pour le petit néerlandais. Donc ça serait bien de se remettre un petit peu au top. Pour le moment, il a un petit peu la tête à l'envers. Tim Merlier, alors il est tombé pendant le contre-la-montre, partie des belles images qu'on n'a pas vues grâce à Antonio Foresta, la version italienne et encore pire d'Anthony Forestier. Bon, voilà, la réalisation est catastrophique, on en parlera je pense demain. Mais du côté donc de Tim Merlier, ça a l'air d'avoir été une grosse chute, ce que disait son directeur sportif, avec notamment pas mal de brûlures, pas mal d'écorchures du côté de Tim Merlier. Donc je suis un petit peu inquiet parce qu'aujourd'hui il lâche quasiment au même moment que Jacobsen. Alors c'était presque prévu, j'ai l'impression, du côté de la direction sportive ce matin, que ça serait pas Tim Merlier le leader de l'équipe, à part s'il sentait qu'il avait des bonnes jambes. Et je me dis, bon, il y a des belles opportunités en deuxième semaine. C'est vrai que ça serait con pour Tim Merlier de ne pas pouvoir en profiter. Après, il y a une sorte de malédiction quand même un petit peu avec Tim Merlier les grands tours, parce que c'est vrai qu'il a 3 victoires d'étape, je crois, 4 sur les grands tours, un truc comme ça. Tim Merlier, il n'en a pas tant que ça aujourd'hui à son palmarès. Encore une fois, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de grands tours dans sa carrière, qu'il a été longtemps. C'est un mec qui montait très tardivement, pardon, je vais réussir à faire une phrase en français, en World Tour. Et je me dis, est-ce qu'on va lui donner une deuxième opportunité cette année? C'est pas sûr. Parce qu'il a une étape du Tour de France, 2 étapes sur le Giro, voilà. En 4 grands tours, ce qui n'est pas si exceptionnel que ça, hein. Parce que ça fait 0,5 victoires par grand tour, ce qui n'est pas énorme. Et il y a une sorte un petit peu de malédiction, parce qu'à chaque fois il a gagné ses étapes, c'était le premier sprint. Et ensuite il n'a pas réussi à repartir. Je me souviens que le Tour de France 2021 avait été assez décevant pour Merlier. Il avait été assez déçu de la suite de sa compétition, parce qu'il n'avait vraiment pas réussi à faire ce qu'il voulait dans cette formation Alpecin à l'époque. Et là je me dis oui, c'est pas l'idéal pour le moment pour Tim Merlier avec cette chute. C'est dommage parce que bon, le premier sprint était bon, 5e à Andorra. C'était plus compliqué déjà à Lucca où il avait pris la 8e place. Bon, aujourd'hui il a été hors du coup, mais on rattaque assez vite ce Giro. Et dans ce Giro, il y aura normalement des opportunités quand même pour les sprinters dans cette deuxième semaine. Beaucoup d'opportunités pour les sprinters dans cette deuxième semaine. Parce que c'est vrai qu'à part dimanche, il n'y a pas vraiment d'arrivées compliquées. Notamment lundi, je crois que c'est une étape qui n'est pas très dure. Me souvenir de tête que lundi, on est sur 3000 mètres de dénivelé positif. Ouais. Mais il y aura des opportunités la semaine prochaine. Et c'est vrai que là, il y aurait de quoi à faire, quoi. Vraiment, en termes d'opportunités. Donc,
Ouais, ça serait bien d'avoir des solutions. Parce que voilà, on est. Voilà, c'est l'étape de Pompéi lundi. Donc ça serait. Enfin, mardi, pardon. Et ensuite, on est sur des étapes. Francavilla Almaré, c'est plat. Fano, bon, il n'y arrivera pas, mais Richen et Santos encore pour sprint. Donc il y a encore des opportunités pour sprinter dans la suite de ce Giro. Oui, ça serait bien de s'en sortir, mais pas toujours simple. Hein. Du côté des goûts. Il y aura aussi l'étape 18, je crois, qui est assez plate. Bon, voilà, l'étape de Padova, où on est également sur peu de dénivelé positif. L'étape d'Europe, bien entendu. Il y aura l'étape de Bassano del Grappa qui sera pas facile. L'étape du Passo Brocone également, où il y aura pas mal de dénivelé positif. Je me dis que là, c'est un petit peu dommageable. Voilà, pour le coureur belge. Caleb Ewan. J'ai envie de dire que maintenant, Caleb Ewan, sur les sprints, tout ça un petit peu tendu, il est plus du tout présent. C'est-à-dire que De Marquis fait un énorme boulot à 4 km de l'arrivée. À ce moment-là, il a toujours Walscheid aussi avec lui. Donc tu te dis, là, c'est plutôt pas mal quoi pour Coco. Il est plutôt bien entouré. Il y a aussi Mesgek qui est encore là. Mesgek qui avait fait une belle étape sur l'étape d'Estrade Bianche, il était présent. Et puis, Walscheid, il avait dû être lâché avant. Il était lâché avant Walscheid. Mais De Marquis fait un énorme boulot. Et à la fin, Caleb Ewan, il fait 12e de l'étape. Avec pourtant Mesgek. C'est un coureur qui a beaucoup de mal à frotter depuis quelques temps, Caleb Ewan. Dès que le sprint a un peu tendu, un peu musclé comme c'était le cas aujourd'hui, il disparaît complètement. Ce qui était sa force pendant des années, c'est que c'était un sprinter qui n'avait pas forcément besoin d'un train pour être performant. C'est une force qu'il a complètement perdue aujourd'hui, alors peut-être par manque de confiance aussi, hein, du côté de Caleb Ewan, mais je trouve que c'est un pilote qui a maintenant un coureur qui a beaucoup de mal à frotter. Il a que 29 ans, mais on a l'impression que il est un peu en fin de cycle, quoi, Caleb Ewan. Parce que depuis le début de saison, c'est une victoire sur le Tour de Man, la victoire sur le championnat d'Australie des Critériums. Sinon, le reste, il y a même assez peu de top 10. Il y a un top 10 sur le Giro, il y a 3 top 10 sur le Tour de Lander, et il y a un top 10 donc, sur le Tour de Man qui est sa victoire. Et oui, ça fait 5 top 10 en 32 jours de course quand même. Donc c'est vraiment pas exceptionnel. Il est en difficulté, voilà, Caleb Ewan, et pourtant, encore une fois, il va que sur ses 30 ans. C'est-à-dire que c'est un coureur qui a encore de l'avenir dans le cyclisme, mais aujourd'hui, il n'arrive plus à s'en sortir. Est-ce qu'il y a une fatigue mentale? Est-ce que le passage chez l'Autodestiny sur la fin lui a fait très mal? Est-ce que c'est un coureur qui n'est pas assez concerné par ce qu'il fait aujourd'hui? Parce que c'est un peu ce qu'on nous disait chez l'Autodestiny, qu'il n'était pas très concerné par l'équipe, par le collectif. Ses propos, moi, qui m'avaient marqué, c'est quand même quand il dit, après je sais plus quelle étape, je crois que c'est l'étape d'Andorra, où il dit aujourd'hui, j'avais pas une belle équipe autour de moi. Or, bon, t'as quand même Walscheid, t'as quand même Mesgek, Edburn aussi qui peut t'aider. Tu pars pas du niveau 0. Olaf Koy, il avait moins d'équipiers avec lui, par exemple. Et pourtant, tu n'arrives pas à t'en sortir. Là, on est sur un sprint où normalement, il doit être bien mieux que ça. Donc, c'est un petit peu dommageable du côté du coureur australien. Et puis, je mets Steinhauser pour finir, le coureur de l'AEF. Le jeune coureur de l'AEF qui a perdu beaucoup de temps aujourd'hui et qui perd 2 places du côté du classement des meilleurs jeunes. Il perd sur cette journée Steinhauser 12 minutes 04. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté du coureur allemand. Alors, est-ce qu'il s'est dit aujourd'hui je perds du temps et mardi après la journée de repos je pars à l'attaque dans une étape qui peut me convenir? Donc est-ce qu'il s'est dit je suis encore trop proche au général et je vise plutôt les victoires d'étape? Mais c'est vrai que la EF aujourd'hui, bon, il n'y a plus personne qui peut jouer le général, donc ils vont jouer que les victoires d'étape. Mais bon, Cepeda est quand même transparent. Alors vous avez Chavez qui est pas mal, Steinhauser, Valgren et Honoré, avec leur profil, ça va pas être si évident que ça.
Donc je trouve quand même c'est une équipe qui avait un collectif qui aurait pu être intéressant, mais ils n'avaient pas la bonne carte pour jouer le général. Et je me disais que Steinhauser, il était quand même pas mal en début de course. Bon, là aujourd'hui, il perd 12 minutes. Il se retrouve à 20 minutes au général, alors qu'il était à 8 minutes, ce qui était intéressant pour un potentiel top 15. Je me dis que voilà, on veut peut-être jouer la victoire d'étape à tout prix pour Steinhauser. Et s'est dit, bon, bah, aujourd'hui, je vais perdre du temps, je suis un peu fatigué. Bon, voilà. Mais c'est un petit peu dommageable, voilà, du côté de la UEF, parce que bah, on n'a plus grand monde pour le classement général. Ça fait partie des équipes où on se dit, est-ce qu'ils vont vraiment être en capacité de marquer des points pour le classement UCI? C'est pas si sûr pour cette formation américaine. Bon, bah, comme vous l'avez compris, classement, voilà, il y aura plein de choses demain dans la vidéo de débrief de la première semaine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve dans de nouvelles aventures. Et je précise, je répondrai aux commentaires ce soir et demain pour les commentaires qui sont arrivés dans la journée de dimanche. Voilà, avec un petit peu de retard. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.